Bonjour tout le monde, donc on est à ce nouvel épisode du podcast Pucks and Paddocks. On est avec un nouvel invité, là, donc première visite de notre ami Abdou Sal du bulletin GP sur le podcast. Si jamais vous regardez un peu la Ligue F1 Québec, vous savez qu'Abdou est un des commentateurs avec notre ligue et c'est aussi un des modérateurs là, avec le groupe F1 Québec. Donc, certains d'entre vous risquent d'avoir vu son nom circuler un peu autour. Donc, Abdou, après tous ces qualificatifs, dis-moi donc comment ça va? Salut François, ça va très bien. Très content de t'avoir à ton podcast. Je suis vraiment content de participer à ton projet en plus. Ben, je te remercie beaucoup. En même temps, tu sais, comme je disais, là, pour ceux qui aiment les podcasts, c'est sûr que moi, le podcast que vous connaissez est un petit peu partagé entre le hockey et la F1. Abdou, c'est vraiment sur la course automobile, donc le bulletin GP.com. Bulletingp.com, si jamais ça vous intéresse. Donc, Abdou, lui, est beaucoup plus régulier dans ses uploads que moi. Alors, je vous invite à aller consulter son travail. Toujours très intéressant. En même temps, il y a du contenu. Je pense que tu as du contenu écrit en plus du contenu audio. Donc, explique-moi un peu en quoi consiste ton podcast. Oui, alors le bulletin GP, en fait, le podcast en tant que tel, c'est à chaque semaine, on parle, on revient sur l'actualité de la Formule 1, puis un peu plus de la course automobile parce que cette année, ça a été le mot le plus populaire, un rebrand. Mais, donc, on était passé du bulletin F1 au bulletin GP, donc on voulait se concentrer un peu plus sur tout ce qui est alentour de la Formule 1, tout ce qui est IndyCar, Formule électrique, on peut parler aussi de NASCAR. Ça dépend du sujet. D'ailleurs, il y a un podcast qui va sortir ce jeudi où on va inviter justement un des fondateurs du groupe F1 Québec, Julien. Oui, notre bon vieux chef Turcotte. Oui, ou devrais dire maître chef Turcotte. Maître chef Turcotte, oui, qui a effectivement, qui est maintenant avocat. Oui. Oui, exactement. Alors, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Julien est un de ceux qui a fondé le groupe F1 Québec qui a eu un an hier le 29 novembre. Alors, donc, l'épisode d'Abdou sortira donc jeudi le 2 décembre, c'est bien ça? Exactement. Parfait. Et en plus de ça, il y a des textes d'avant-course. On a même aussi des épisodes d'après-course où on revient sur chaque Grand Prix. C'est une nouveauté cette année. Et il y en aura deux, celui pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite, ainsi que celui d'Abu Dhabi qui va couronner le champion du monde. Ben, remarque, peut-être, Possible. c'est Possible. possible que même à Jeddah, on ait un nouveau champion du monde aussi. Alors, Exact. c'est ça, c'est à chaque dimanche. Et puis, là, l'épisode de ce jeudi, c'est le dernier de la saison régulière, après, vers la fin de l'année, on a notre revue de l'année. Donc, Ouais. exclusivité, c'est l'épisode numéro 100, la revue de l'année. Wow. OK, donc ça tombe parfait, hein? Exactement. Donc, c'est ça. Puis, il y a quelques chroniques aussi. Par exemple, j'explique comment la bataille, le duel Hamilton-Verstappen, c'est le plus beau que j'ai vu depuis que je regarde la Formule 1. Certes, il y a matière à débat parce que c'est vraiment générationnel, mais Ouais. il peut y avoir quelques chroniques. J'ai aussi un dit et pensé qui est un peu à l'image de ce que Elliot Friedman de Sportsnet fait Le avec 30 Tots, le 32 Tots, ouais. exactement. Donc, j'ai dit, et puis comme j'aime les jeux de mots, j'ai dit, ah ben, tu as dit tes pensées avec 10 nouvelles opinions que j'ai sur l'actualité de la course automobile. Excellent. Parle-moi un petit peu de ce projet-là, le bulletin GP, d'où est-ce que ça vient, puis en même temps, tu sais, est-ce que, d'où est venue l'idée, avec qui est-ce que tu travailles, etc. Donc, explique-moi ce projet-là. Tu sais, on voit que tu es un fan de Formule 1 et ça se voit jusque sur tes vêtements, là. Non, on faisait une blague, là, parce que Abdul, lui, avec son chandail de Williams, moi, j'avais donc pas de vêtements de Formule 1 et j'ai vu ça, j'ai fait parfait, donc on peut s'afficher. Donc, moi, je vais y aller aussi. Donc, on faisait une petite blague pour vous. Bon, on va y aller au complet tant qu'à y être. Donc, mais non, explique-moi donc ce projet-là, d'où le projet, le bulletin GP. Comment est-ce que c'est venu à être? Et puis, c'est ça, là, l'équipe avec laquelle tu travailles.
En fait, le bulletin GP, ben, anciennement le bulletin F1, je l'ai Ouais. commencé le 15 mars 2018, mais c'est un projet que j'ai débuté en 2017 lorsque j'étais en train de faire mes études à l'Université de Montréal en communication et j'avais une formation sur WordPress. Donc, j'ai décidé de la suivre et je me suis dit, tiens, je vais, je vais utiliser cette formation pour créer mon propre blog sur la Formule 1. Donc, c'était principalement des petites chroniques, un avant-course et un après-course avec un bulletin de notes, donc sur 10. OK? Et Un peu comme The ensuite, Race fait? un peu comme The Race Fair. OK? Et c'est ça, c'était après chaque course et j'avais aussi quelques chroniques et justement un dit et pensé qui m'est apparu justement avec l'idée de Elliot Friedman. Alors, c'était vraiment à la base l'écrit. Et ensuite, quand j'ai annoncé le projet, que j'allais faire le projet, j'ai un ami, Brian Wimett, avec qui j'ai travaillé au parc Jean-Drapeau, OK. qui est la place où se trouve le circuit Gilles Villeneuve. Ah ouais, le spa. Ah, ok. Tu sais, je vois où est-ce que ça s'en va. Oui. Donc, oui, donc Brian, ça a été un de mes collègues de travail et encore un très bon ami avec qui je parle, qui voulait participer. Il a rédigé il m'a aidé dans la rédaction d'articles. Et Ok. ensuite, en 2019, ça a été le début du podcast. Et je vais te dire, je ne suis pas quelqu'un qui a été très à l'aise avec un podcast parce que je vais pas te dire de gros mots, mais je faisais un peu dans mes culottes. J'avais la trouille quand. Ouais. Une anxiété un peu d'anxiété là, par rapport à, à s'exprimer verbalement, là, tu sais, à avoir un speech. Exactement. OK. Et en plus de ça, le premier épisode que j'ai fait, c'est un épisode d'à peu près une demi-heure sur justement les consignes d'équipe qui étaient utilisées par Ferrari en début d'année en 2019, Oh boy. ainsi que la millième course, pourquoi les festivités étaient boboches. Mais cet épisode m'a pris genre 2 ou 3 heures à enregistrer. Parce que tu recommençais continuellement, puis que. Ouais, exactement. Et puis, j'avais même un texte que j'avais rédigé pour que ce soit plus facile. Mais ensuite, bon, j'ai eu des épisodes avec Brian, mais Brian, comme il est aussi un peu occupé avec le travail, donc ça a été un peu plus difficile, mais il est toujours présent pour m'aider aussi. Et ensuite, il y a eu Marc-André Fortin Ouais. qui s'est joint à nous au cours de l'été 2019. Et ensuite, donc, ça a été vraiment on a été trois. Ensuite, Anna Maria Mercado Lopez s'est jointe en, euh, en 2020, bien avant que le monde change pour ce qu'on a en ce moment, ouais. Donc, ça a été. Et je me souviens, le premier épisode qu'on avait fait avec Anna Maria, ben, c'était avant que le Grand Prix d'Australie soit officiellement annulé. Donc, mais ça a été. Et ensuite, il y a Jean-Sébastien Barbeau qui s'est joint un peu plus tard en 2020 en guise de remplacement quand moi j'ai dû m'absenter temporairement pour me concentrer sur mes études aussi. Donc, Mhm. ça a été pas mal ça. Puis ensuite, on a eu Jean-François Chabot de Radio-Canada Sport qui a été invité justement euh, et ça tombait sur ce fameux Grand Prix de Bahreïn de l'année dernière avec le fameux accident de Romain Grosjean. Puis, Ouais. ouais. On a eu aussi la sœur de Jules Bianchi aussi en entrevue parce que C'est bien. le concept aussi, c'est que les numéros d'épisodes, parfois, je le fais avec des numéros des pilotes actuels. OK. OK. Marc-André est venu avec cette idée de C'est vraiment justement. une bonne idée, oui. Ah ouais, c'était vraiment une bonne idée de sa part et j'ai été totalement d'accord. Et petit scoop, on a essayé d'avoir Julien Febro, le commentateur des Grands Prix de Formule 1 sur Canal Plus en France. Mhm. Mais bon, il a eu un empêchement, donc on s'est ravisé sur Madame Mélanie Perouti, la sœur de Jules. Mhm. Et
c'est ça, ça a été quand même un épisode assez intéressant à enregistrer. Certes, encore, j'avais le stress parce que j'ai bien adoré Jules en Formule 1. Il avait tout le talent pour y être. Et c'est ça, c'est juste la voix, juste parler avec elle, ça a été quand même intéressant. Puis, juste après, ben, j'ai tenu ma parole de commander quelque chose, des articles pour, euh, pour aider à la fondation de l'association Jules Bianchi, en fait. Ouais. Donc, j'avais un bracelet, malheureusement, qui s'est cassé. Mais en guise de ça, moi, j'ai encore les autocollants qui sont sur mon laptop où j'enregistre justement, en fait. C'est vraiment intéressant. Donc, c'est tout un beau projet que tu as là. En même temps, tu t'es bâti une équipe. Mhm. C'est quoi, qu'est-ce que tu dirais les deux, trois meilleurs moments et peut-être les moments plus difficiles? Bon, tu parlais de la sœur de Jules, puis tu disais évidemment que tu sais, devoir, j'imagine, laisser un peu de côté ton projet pour te concentrer sur tes études, Mhm. puis de confier ça à d'autres personnes. C'est sûr que tu devais avoir une certaine réticence quand tu as fait ça. Donc, outre ces moments-là, Non, en fait, pour cela, non, j'avais aucune réticence parce que je savais que Marc-André et Anna-Maria, ainsi que Jean-Sébastien, euh, allaient faire le travail correctement. Moi, ce que j'avais à faire, c'était juste de faire le montage en soirée parce que normalement, nous, on enregistre les épisodes le mercredi soir pour le OK. public le jeudi. Donc, pour moi, ça n'a pas été tant un problème. Sinon, un de mes meilleurs moments, en fait, depuis que j'ai parti ça, en fait, le meilleur moment, ben, avoir la sœur de Jules, ça, c'est un moment C'est un highlight. exceptionnel. C'est un highlight. Avoir Jean-François Chabot de Radio-Canada, ça aussi, c'en est un parce que quand même, on a pu parler avec lui. Euh, Sinon aussi, ça a été, Est-ce que des milestones, c'est-à-dire des points culminants, là, vraiment qui t'ont rendu particulièrement fier? oui, l'enregistrement du 50e épisode de la balado du bulletin GP slash bulletin F1. Parce que je l'ai fait avec un autre. J'ai invité un ami qui m'a supporté dans le projet. Je le salue, il s'appelle Félix Bernier. OK. Félix, si jamais je te tag là-dessus, je te salue. Et puis, il était là lors du 50e épisode qui avait lieu où on parlait justement du Grand Prix du 70e anniversaire l'année Ouais, dernière. de Silverstone, ouais. Oui, exactement. Ça a été ça a été un de mes milestones aussi. Le fait que j'ai été mentionné par le chroniqueur Olivier Larue sur RDS quand on parlait justement de toute la débâcle qui a suivi, par exemple, la controverse entre Simon Pagenaud et Lando Norris lors du Indy 500 virtuel. Donc, oui, donc nous, le podcast a été mentionné dans l'article, dans la chronique d'Olivier qui écrit de très bons articles, pardon, sur le rds.ca, que je vous invite d'ailleurs à lire si vous passez par le rds.ca, justement. Mais c'est ça, ça a été mentionné aussi. Aussi, le fait que je sois passé au 91.9 Sport dans le club à longue d'eau en juin de l'année dernière aussi, euh, quand il voulait faire un spécial Formule 1. Donc, j'ai été invité parce que, bon, J'ai il y tombé sur avait ton contenu, puis sur le contenu, en fait, tout le monde me disait, ah ben, pour inviter Abdou, c'est un grand fan de Formule 1, il a une plateforme. Donc, c'est ça, ça a été vraiment exceptionnel d'avoir une tribune pour parler de Formule 1. J'ai parlé d'Aston Martin qui allait venir éventuellement, aussi tout ce mouvement de jeunesse aussi en Formule 1. Donc, ça, c'est un de mes meilleurs moments. Euh, les pires moments, ben, je te dirais, pour moi, ça a été la mort d'Antoine Hubert parce que dans le contexte, moi, j'étais parti au Maine et au New Hampshire lorsque l'accident tragique de 2019 s'est produit. Euh,
ça m'a vraiment bouleversé parce que j'étais sur la route, j'ai dû payer des frais d'itinérance sur la route aussi, mais ça m'a un peu traumatisé pendant tout le week-end. Et quand j'ai, Tu t'es amené toi-même à aller revoir cet instant-là ou si jamais, tu sais, c'est quelque chose que t'as voulu ne pas revoir sachant le résultat? j'ai décidé d'éviter d'éviter tout cela, de revoir l'accident, de tout simplement ne pas voir une once de l'accident, de l'impact et tout. Ouais. Mais ça a vraiment été difficile parce que moi, dans le contenu, j'essaie de le faire dans le respect le plus possible parce que Demeurer humain envers un événement de genre. Ouais. c'est ça. Donc, tu vois, j'ai dû mettre fin à la. J'ai dû mettre en pause. Ben, il n'y avait pas de bulletin de notes et encore moins de podcast. Si je me souviens bien, je pense qu'on avait fait un podcast. Bon, je pense. Mais je pense que c'était après pour le Grand Prix d'Italie qu'on était revenu, mais je voulais Vous pas. avez pris une pause T'avais pris une pause pour honorer, pour souligner Antoine? Ouais, exactement, parce que c'est pas quelque chose qu'on aime. C'est la dernière des choses qu'on aime voir en tant que fan de course automobile. Malheureusement, on dirait qu'il y en a qui courent après ça, puis qui semblent aimer l'aspect dangereux de la course, mais une fois que ça arrive, je pense il y a personne avec un cœur, disons, fonctionnel, là, Mhm. qui apprécie un spectacle aussi morbide que ça. Ouais. Un peu comme toi, moi, je te dirais que ces accidents-là, le seul accident mortel que j'ai vraiment revu, c'est celui d'Ayrton Senna. Ça donne une idée à quel point que, tu sais, quand quelque chose comme ça arrive, je Ouais. veux pas le voir parce que me semble que se servir d'un incident, de vouloir s'apprivoiser ou encore pas se distraire, mais s'émerveiller, si on veut, tant dans le bon que dans le mauvais sens, sur un accident mortel, je trouve que c'est dark, c'est Ouais. bizarre, c'est pas quelque chose que je trouve valorisant, donc je comprends un petit peu ton point de vue, là, puis oui, c'est sûr que, tu sais, quand quelque chose du genre arrive, c'est difficile de trouver les mots aussi en même temps Mhm. pour décrire un événement, donc des fois, la meilleure chose, c'est juste de prendre le temps là, par rapport à ça. Je pense que j'aurais fait la même chose dans ta situation. Heureusement, depuis que j'ai parti mon podcast, il n'y a pas eu de. J'ai pas eu à dealer avec ça. On touche du bois pour que pour que ça continue, parce que on c'est la a, dernière des choses qu'on veut voir. Mais on a vu la roue de Max qui a frôlé le casque de Lewis. Si jamais c'était pas du halo, peut-être qu'on avait une situation de genre là, à Monza. Donc, ouais. Et aussi l'accident de Romain Grosjean aussi, ouais, l'année dernière, ouais. c'était totalement terrible. Et sinon, un autre moment que j'ai un peu moins aimé aussi, c'est que j'ai un autre podcast qui s'appelle Histoire de F1, qui est en fait un podcast où je raconte un peu des histoires sur soit des moments, des pilotes ou bien même des écuries. Et le premier que j'ai fait, c'était sur Bertrand Fabi, pardon, qui était un pilote québécois qui avait le potentiel pour devenir une, un excellent pilote de Formule 1. Parce qu'il s'est malheureusement tué lors d'essais en Formule 3 à Goodwood en 1985, en février 85-86. Je Mais laisse deviner d'où vient Bertha Fabi. de Sherbrooke ou de Rock Forest, bon, évidemment, J'ai déjà entendu le nom deux, trois fois en tant que Sherbrookeois. euh, écoute, Bertrand Fabi. J'ai peut-être son petit-fils dans mes amis Facebook et tout, donc Oh, oh, oh. je sais très bien de qui tu parles. Ah oui, écoute, et honnêtement, c'était pas c'est parce que l'épisode, je me souviens, j'ai eu des problèmes de son, de calibrage de son. Et quand je l'ai publié, T'étais pas fier.
Je n'étais pas fier parce que j'avais pas une autre version. J'ai dit, OK, est faite. Je vais le publier quand même. Mais là, ça m'a servi de learning. Ça a été un learning curve sur non seulement améliorer mon équipement, parce que et certes, c'était pas un micro intéressant, mais aussi sur la manière de, de faire l'édition de l'audio, essayer d'augmenter un peu plus le son pour ne pas, sans que ce soit saturant en même temps. Donc, ce genre de podcast, je te dirais, ça prend beaucoup plus de temps à faire que le podcast original que je fais à chaque mercredi, jeudi, en fait. Donc, c'est ça. Ce sont des moments où j'ai cringe. Excuse-moi. Ouais. Ben, tu sais, c'est en même temps, quand on fait des erreurs comme ça, on s'arrange pour que ça ne se repasse pas une deuxième fois. Exactement. Exactement. Bon, maintenant, justement, on revient un petit peu là, vers aujourd'hui. Il reste 2 courses à cette saison. Donc, on parlait des courses à Jeddah et à Abu Dhabi. Jeddah, là, qu'on surnomme déjà Monzaco. Donc, un mélange entre Monza et Monaco. Donc, un circuit urbain avec les murs très près, mais avec des vitesses de pointe assez fulgurantes. Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Évidemment, là, la piste est sortie sur F1 2021. Ouais. C'est un circuit qui est définitivement pas, disons, propice au dépassement. Surtout quand tu as une voiture. Là, il y a 3 zones de DRS, mais en même temps, à quel point est-ce que ça va être facile de rejoindre des voitures comme celle-là, si jamais elle part devant, ou celle-là. Non, celle-là, excuse-moi. En fait, donc, ou celle-là. Ou celle-là, mais l'entend moins. Celle-là, bon, c'est ça, celle-là. Donc, non, si jamais la voiture se met en mode Brésil, ça va être très, très difficile pour Red Bull de rattraper les Mercedes. Ouais. On va peut-être, évidemment, tu sais, ça prend un faux mouvement et une roue dans le mur pour que la course de quiconque soit terminée. Alors, je pense que c'est un circuit, surtout là, on connaît le contexte de l'organisation du circuit. En espérant que tout soit bien assemblé et bien collé. Oui, et que contrairement à ce qui s'est passé à en Arabie Saoudite Oui. lors de la course de Formule 1, je ne sais pas si tu en avais entendu parler. Après la course, il y a eu, je pense, un missile qui a été intercepté dans les airs. Donc, ouais. Tu veux dire à Bakou? Pas à Bakou, excuse-moi, à Qatar? Non, pas au Qatar. En Arabie Saoudite, en début d'année, en formule électrique. Ah, ok. Je croyais que tu parlais de Grand Prix de Formule 1. J'étais comme, Non. Non, mais en Arabie Saoudite, parce qu'il y a eu les 2 courses en Formule E, puis je pense, je crois que c'était après l'accident la course où il y a eu le terrible accident d'Alex Lynn, en fait. Et il y a eu un missile qui a été intercepté dans les airs. Non, je n'ai pas entendu parler, mais on va espérer qu'il n'y ait pas de problème avec ce circuit-là de Jeddah. Ouais. Donc, on sait que le circuit, jusqu'à tout récemment, n'était toujours pas prêt. Certains croyaient là, que vraisemblablement le circuit ne ressemblerait pas à ce qu'il était supposé être, disons juste ça, pour la présentation de la course. Mais bon, il semble que tout a été réglé à la dernière seconde. On ne sait pas comment est-ce qu'ils ont fait. Peut-être des méthodes qui ne seraient pas acceptées dans un pays comme le nôtre. Mais bon, on va juste se satisfaire de l'état du circuit si jamais tel est le cas. Ouais. Mais bref, parle-moi un petit peu de ce circuit-là. Comment est-ce que tu vois ça par rapport au Mercedes? Comme je te dis, Mercedes, s'ils partent devant, Red Bull va avoir une longue course, disons juste ça simplement. Puis comment est-ce que tu apprécies ce tracé-là? Moi, je te dirais, mon appréciation du circuit, je le trouve terrifiant. Parce que je pense, je ne sais pas si tu as eu la chance je pense que tu as eu la chance de le conduire aussi comme moi. Moi, j'ai trouvé ce circuit terrifiant avec ses 27 virages. Autant, beaucoup plus rapide que je le pensais. C'est fou, là. C'est fou.
Écoute, quand il disait que ça allait être le circuit urbain le plus rapide en Formule 1, je pense ils n'avaient pas tort parce que il n'y a pas de moment de répit et effectivement, je ne pense pas qu'il y ait de zone de dépassement propice. Probablement le virage 27, le dernier, ou bien Ouais. le virage 1, 2 à peu près. Ouais, ben, il y a l'épingle aussi, là. On ne Ouais. sait pas comment est-ce que ça va pouvoir être pris, là. C'est quoi le virage 8, 9? Ouais, je pense quelque chose du genre, là, mais je ne sais pas l'épingle ou pas La après. première épingle. Ouais, la première épingle, ça c'est mouah, chef kiss. Ça, c'est. Avec un banking, là, ça c'est. Ouais. Ça aussi, c'est. Et puis, il n'y a pas de zone de DRS. Là, je pense qu'ils l'ont déplacé un peu avant le virage 27. Mais je crois que Mercedes, effectivement, sur des virages rapides, on l'a vu, c'est un circuit qui pourrait les avantager. Encore là, comme tu l'as dit, le côté impondérable n'est jamais quelque chose à éviter en Formule 1, surtout dans une optique où les deux pilotes, autant Lewis Hamilton que Max Verstappen, sont prêts à tout. Parce que, Ouais, évidemment, ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas se lâcher. Verstappen a, bon, a une balle de championnat en main parce que, bon, si jamais il devait arriver quoi que ce soit à Lewis Hamilton qui finissait en bas du top 5 et que Verstappen devait marquer un point, devait gagner avec le point Bonnie ou whatever, ben, il serait sacré champion. Donc, pour Verstappen, un c'est top le. 5 avec Lewis dans le mur, c'est le championnat. Ouais. Mais c'est quelque chose que Verstappen doit éviter de faire. Bon, évidemment, mais il doit être en mesure de, comment je pourrais dire ça, d'émettre un énoncé clair à Mercedes pour dire, d'accord, vous avez eu l'avantage au Brésil ou au Qatar, mais maintenant c'est à notre tour de reprendre notre bien. Et je pense que Verstappen, bon, il y a des rumeurs concernant un possible changement de moteur. Je ne suis pas prêt à acheter ça encore pour le Non. moment. Non, c'est en fait, Honor avait dit lors du dernier Grand Prix que. Est-ce que c'était au Brésil ou au Qatar qui ont dit non, nous on est bon, là, il y a rien de prévu, puis euh, comme quoi eux autres avaient vraiment été plus économiques sur leur moteur, puis n'avaient pas eu de problème comparé à Mercedes, que bon, notre cher Valtteri qui part une collection de pièces usagées, là, et puis qui poste ça sur son Instagram à peine se moquer de son employeur. Donc, non, je pense que Red Bull là, est dans une situation beaucoup plus favorable, si on veut, par rapport à l'état de ses composantes britanniques. Mhm. Mais maintenant, est-ce que ça va demeurer le cas tout au long? Ben, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être tenté là, après les premiers essais libres et qui voit que la voiture ne suffit pas ou bon, c'est à voir. Mais c'est ça le problème parce que j'en parlais beaucoup avec Anna Maria et Marc-André dans notre podcast. Un changement de moteur sur un circuit qu'on ne connaît pas, c'est jamais une bonne idée. Mhm. Là, on arrive dans une optique de deux séances d'essai. Dieu merci, il n'y a pas de sprint parce que sinon, ça aurait compliqué les choses pour, par exemple, un changement de moteur. Alors, je Ah crois ben, que c'est peut-être le temps de le faire. Si jamais il y avait un sprint, oui. ouais, c'est Oui, ça. mais avec une séance d'essai, par contre, là, ça serait compliqué. Ben, Ouais. avant une séance d'essai Ouais. avec les qualifications la On, journée même. Ouais. on a bien vu que le sprint peut être un excellent contexte pour se prendre une pénalité là, de changement de moteur ou quoi que ce soit. Là. Mhm, exactement. Alors, je crois que dans cette situation, je maintiens à dire que je ne pense pas que Verstappen va changer de moteur. Ouais. Je crois que ils vont tenter si Mercedes devait justement s'emparer des honneurs en Arabie Saoudite, essayer de limiter les dégâts, en fait, avec une deuxième place et au mieux le point du meilleur tour aussi. Comme ça va leur permettre d'arriver à Abu Dhabi et où ils ont été quand même forts, où Verstappen a été quand même fort l'année Ouais. dernière et avec un package. Ouais, rappelons-le quand même que Lewis revenait de la COVID et puis Mhm. que Max voulait juste. Lewis, honnêtement, n'était pas du tout dans le rythme. Là. Ouais. Si je me rappelle de cette course-là,
certains moments, roulait une seconde et demie plus lent que Max. Là, ça n'avait pas rapport. Là. Tu le voyais qu'il était juste pas en forme. Là. C'est ça, il Euh, y a de la COVID, donc c'est. Et je pense que c'était quoi, une semaine avant. Mais là, on est dans un. Mais là, maintenant, on arrive à Abu Dhabi dans un contexte complètement différent. Alors, tout est à prendre pour Red Bull parce que là, c'est la première fois depuis 2013 qu'ils sont dans une course au titre. ouais. Alors, ils peuvent pas laisser. Ils ne peuvent plus laisser n'importe quelle erreur, en fait. Et on l'a vu au Qatar. Bon, il y a eu cet imbroglio du double drapeau jaune aussi qui aurait pu être coûteux, mais n'eût été du très bon départ de Verstappen. Je pense que probablement Hamilton aurait repris la tête du championnat. Ou au moins repris, ça serait peut-être encore plus près. Là. Ah ouais, Donc, exact. parce que là, en ce moment, si jamais on se retrouve avec une victoire de Lewis et le tour le plus rapide, puis que Max termine deuxième, on Mhm. s'en va à Abu Dhabi avec une égalité. C'est celui qui marque le plus de points gagne, peu importe. C'est ça. Donc là, il y a plus de bris d'égalité qui va départager, à moins qu'il y ait un accrochage entre les deux, mais ce qu'on ne souhaite évidemment pas. Donc, moi, je mets aussi un petit 2 sur Hamilton aussi parce que, je sais pas, j'ai l'impression que depuis que la Formule 1 est allée sur de nouveaux circuits au cours des dernières années, Hamilton a été capable de maîtriser ces nouveaux circuits du premier coup. On l'a vu au Oui. Qatar. Euh, Les Mercedes, habituellement, sur un nouveau circuit, fonctionnent très bien. Donc, oui. semblent avoir un avantage stratégique. Euh, je ne parle pas nécessairement de nouveaux circuits, là, mais quand on est revenu à Istanbul l'an dernier, Lewis a gagné. Mhm. Quand on a. Est-ce que Lewis avait gagné à Mugello? Oui, il avait gagné à Mugello. Mugello avec tout ce carnage Ouais. et le départ raté aussi. Je pense que c'était le Ouais, deuxième. après le drapeau rouge où on avait eu Sainz et Grosjean, il y a une couple là, qui avait décidé, ben pas qui avait décidé, mais qui s'était retrouvé en tapant sur la ligne de départ arrivée à la relance. Ouais, exactement. Donc ça a avantagé Hamilton. Euh, Le podium d'Albon, je pense. ouais, Albon avait terminé troisième. c'était le premier podium d'Albon aussi. Alors, tu vois, Hamilton est capable de se retrouver dans une situation où il peut s'adapter tout de suite Un nouveau à, circuit, ouais. à un circuit comme ça. Et pourtant, c'est pas quelqu'un qui aime être dans un simulateur, mais comme il a dit, il n'a pas le choix. S'il veut gagner son 8e titre, Il il va faire doit, ce qu'il faut. il faut qu'il fasse ce qu'il faut exactement. Et surtout avec Qatar et Arabie Saoudite sur des circuits où personne n'est allé, le simulateur est un outil nécessaire. Oui, absolument. Puis, tu sais, en même temps, je pense que quand on regarde un petit peu, je comprends que la voiture, là, la Mercedes depuis 7 8 ans, là, c'est une bombe. On Mhm. s'entend, là. Ouais. Mais quand tu arrives à un nouveau circuit, peu importe la voiture, puis que tout de suite, tu gagnes, ou encore, tu te classes toujours bien sur un nouveau circuit, ça te démontre vraiment la qualité d'un pilote. Ouais. On a beau ne pas aimer Lewis, Mhm. mais je pense que au-delà de ça, le fait d'arriver sur un nouveau circuit puis immédiatement être dominant, Mhm. euh, malgré la voiture, encore une fois, comme tu dis, malgré la voiture, parce que c'est très important. Là. Je pense qu'il va toujours avoir un bémol au nom de Lewis Hamilton, comme quoi il avait une meilleure voiture. Tout comme on pourrait dire que dans le temps des Oilers, oui, Gretzky a gagné, etc., mais il y Oui. avait toute une équipe autour de lui. Ah oui, oui, oui. Mais je pense que c'est démonstratif de l'excellent talent qu'il a. Rien d'enlevé à Max, évidemment. Sa voiture est peut-être a été un peu moins bonne depuis qu'il est arrivé en F1 jusqu'à cette année. Mais vraiment, là, c'est un pilote extraordinaire. Puis je pense qu'on va seulement réaliser à quel point c'est un, c'est un talent générationnel. Ben, je pense que tout le monde le sait, mais à quel point il est dans la catégorie des Schumacher et des Senna et tout. Ah Et oui. même plus. Tandis qu'en ce moment, on dirait qu'il y a comme une mode de ramener le nom de Senna comme le plus grand.
avec Schumacher. Je pense que il y a eu une certaine période là, cet été, au début de l'automne, avec le documentaire de Schumacher, qui a eu comme un regain de popularité de Michael, Ouais. que tout le monde voulait le ramener comme le numéro un indiscutable. Mais oui, Michael s'est retrouvé dans une situation où il a dû amener une équipe à un prochain niveau. Puis je comprends que Mercedes, dès que Lewis est arrivé et que l'ère hybride a commencé, Mercedes n'a jamais perdu. On Ouais. s'entend, là, ils ont trouvé le secret de la caramel right off the bat. Puis ça a juste jamais débarqué. Puis ça a pris un moteur pompé de stéroïdes ou de Ferrari pour leur donner un petit peu de challenge. En Disons juste espérant que ça ce ne comme soit ça. pas le moteur 2019 qui avait été déclaré illégal, entre guillemets. Non conforme. Ouais, non conforme, voilà. Exact. Donc, non, moi, je pense qu'en même temps, pour revenir, là, c'est une longue façon de dire. Je pense qu'en ce moment, ce que Lewis est en train d'accomplir, malgré la voiture qu'il conduit, faut s'en rappeler. Puis, de la même façon que je vois beaucoup là, dans les commentaires, dans les médias sociaux, etc., on va, que Marc Bergevin, on va seulement apprécier son travail dans 5, 10, 15 ans Ouais, en tant que directeur général. Je pense que Lewis, on va le réaliser quand il partira, à exactement. quel point ce pilote-là a été Un pilote marquant pour la F1. très Marquant marquant. et c'est une des personnalités, c'est un des hommes dans le monde du sport. Je pense qu'il était classé comme le sixième le plus influent au monde. Mhm. Et c'est ça qui est impressionnant parce que Hamilton, au même niveau que Schumacher, a amené la Formule 1 à lui, ben, pas à lui seul, mais a amené la Formule 1 au niveau de l'aspect plutôt global. C'est une célébrité globale, un Oui, peu comme ben, il y a eu Schumacher, Senna, ou par exemple au basket, il y a eu Michael Jordan, le regretté Kobe, euh, LeBron. LeBron aussi, ou bien même au hockey, tu as les Wayne Gretzky, Mario Lemieux, au même niveau qu'on a Sidney Crosby, Alex Ovechkin, Connor McDavid, Austin Matthews aussi, qui sont des vedettes Ouais. globales aussi. Oh, j'allais faire une référence soccer. Ça, c'est une des marques de commerce du bulletin GP. Placer une référence soccer. Tu vois les Messi, Ronaldo. Euh, Ouais. tu vois, ce sont des vedettes globales. Et Lewis Hamilton est en plein droit d'en être une aussi parce que non seulement son succès, mais aussi ses implications hors piste, évidemment avec sa lutte contre le racisme et aussi l'environnement, même si parfois on peut On peut douter un petit peu, là. On peut voir un brin d'ironie là, dans le fait son sport soit basé sur brûler du pétrole. ouais, exact, exactement. Mais on pourrait dire la même chose aussi de Vettel. Ouais. Mais c'est ça. C'est impressionnant de voir à quel point Lewis Hamilton, année après année, hein, c'est pas. Oui, il y a eu 2009, 2011 aussi, où il y a eu des années où il a été un peu écarté de la course au titre. Même 2012, mais ça, c'était des problèmes plus mécaniques. Mais Il y a pratiquement, toujours, à chaque saison F1, il a gagné une course. oui, il C'est a le gagné seul pilote de l'histoire. exactement. Et en plus de ça, il a été plus souvent qu'autrement dans la course au titre. Donc, et j'exclus 2009, 2011, puis à la limite 2012, où il pouvait être dans la course au titre en lui-même, mais il y a eu tellement de casse avec sa McLaren. Donc, Lewis Hamilton est de plein droit un pilote légendaire. Légendaire. Ouais. Légendaire. Certainement pas de greatest of all time, ça on s'entend. Je trouve Il que y a pas, c'est un débat qui malheureusement est impossible à résoudre. ouais, On a trop de contextes différents, ouais, des technologies. Évidemment, la voiture d'aujourd'hui est tellement plus puissante, tellement plus rapide. Il y a mm -hmm. tellement plus de, t'as plus de technologie.
mais être aussi, comme je disais, la voiture est la plus équipée que jamais, mais la plus difficile à conduire que jamais aussi. Oui, Le temps de réaction est de... d'où ça. Si jamais tu fais une erreur, tu as 0 comme temps de réaction. Avant, c'était 6 vitesses, etc. Puis, c'était au shifter, mais tu avais un traction control. Oui, Donc, chaque génération, chaque ère de F1 a ses avantages et ses inconvénients. Aujourd'hui, dépasser, c'est un art. Avant, dépasser, c'était normal. mhm. Les voitures sont beaucoup plus difficiles à suivre. Là, on voit l'aéro, etc. C'est en partie pourquoi on s'en va vers une nouvelle génération de voitures. Parce que Mhm. dépasser est rendu trop difficile. C'est Ouais. carrément souvent ta position au 3-4e tour va être pas mal semblable à ce que la position que tu vas terminer, à moins que tu te plantes d'un puits ou sur la piste, mais tu ne te feras pas vraiment dépasser pour ce 50% des circuits. Si jamais tu es quatrième après 5-6 tours, tu vas terminer entre 3 et 7, admettons. 3 et 5, 3 et 6. Exactement. Donc, C'est ça. il n'y a pas vraiment de. Il y a une fierté à dépasser, mais bon, on est obligé d'avoir un cheat button avec le DRS pour que ça soit faisable. Ouais. Ouais. Donc maintenant, c'est ça. Moi, j'insiste sur le fait qu'il faut vraiment souligner que, que chaque génération, chaque ère de F1 a ses propres défis. Mais dans celle qu'on connaît actuellement, il n'y a absolument aucun débat que Lewis est celui qui aura marqué notre époque là, depuis de 2010 à 2020. Exactement. Puis comme ce sera fort probablement le cas avec Max Verstappen, et on lui souhaite de gagner un championnat parce que je crois qu'il a, on sait déjà qu'il a tout ce qu'il faut pour être Oh oui, champion. parce que c'est indiscutable. Si jamais la Red Bull avait été plus fiable dans les dernières années, euh, probable, je dis pas qu'il aurait gagné des championnats, mais sa moyenne de points par course terminée ressemblait beaucoup à celle de Lewis. Ah oui, écoute. Puis, C'était, il aurait été en dedans de. Il aurait pu se rendre dans les 2 dernières courses, disons, à chaque année pour se battre avec le titre si jamais sa voiture était fiable. ah oui, écoute, et je pense que le clic, le déclic d'un Max Verstappen beaucoup plus, ben, un début d'un Max Verstappen mature, ça a été après ses accidents au Grand Prix de Monaco 2018. Ensuite, ça a été une série de points, de podiums, de victoires consécutifs. Il a très peu abandonné en plus entre Monaco 2018 et en ce moment, je pense qu'il y a quoi, 10, il a quoi, 10 abandons et si je me souviens bien, 8 d'entre elles ne sont pas de sa faute. Alors, tu vois à quel point Max Verstappen a vraiment commencé à devenir mature et on le Ouais. voit justement en ce moment que On ça, n'entend plus le crash tapping c'est qu'il y ça. avait en 2017, 2018, etc. Oh, Là, oui. ça ne s'applique plus à lui. Là. Non, ça ne s'applique plus à lui. Il fait très peu d'erreurs. Et même cette année, écoute, je te dirais, les points qu'il a perdus, aucunement de sa faute. Bon, Monza, c'est discutable. Monza, disons, bon, regarde, disons, for the sake of the example, on va dire plus de sa faute que celle de Lewis, Ouais, oui, mais c'est pas exactement. sans. Moi, je suis d'accord. Pour moi, dans un accident de F1, bien rare que ça soit 100% d'un puis 0% de l'autre pour un accident. Je serais prêt à dire avantage max dans Ouais, le niveau de responsabilité. Mais tu sais, chacun a sa part de blâme à prendre là-dedans. Tout ça pour dire on n'est pas là pour juger un accident qui est arrivé il y a quelques mois. Là. c'est ça. Mais Ah, tu sais, écoute, écoute, on s'entend qu'à Silverstone, il n'y a pas grand-chose qu'il pouvait faire. Peut-être freiner. Freiner puis laisser Louis passer. hmm, Je pense qu'il était mieux de. Je vois mal comment il aurait pu faire ça. Je sais pas. ouais. Moi non plus, je te dirais ça. Mais Ouais, Silverstone, je pense que c'est peut-être le seul moment de l'année que je vais oublier parce à cause de ça a été un week-end atroce pour ce qui est de la qualité de la F1. Ah Mais oui. mon Dieu, que ça a attiré du monde.
Ah, Ça, écoute, là, écoute, ça a donné un boost au reste de la saison. Encore aujourd'hui, on sent cet engouement. ah, Suite à ça, on se dit à chaque course, ça pourrait cogner. oh oui. Ah oui. Et on le voyait aussi. On s'attendait à ce qu'il y ait des contacts entre les deux, que ça soit vraiment serré. Et ça s'est produit. Pas une, mais deux fois. Ouais. Donc, ouais, non, c'est ça. C'est un championnat qui est serré non seulement en piste, mais aussi au niveau des points. Puis, ça, honnêtement, euh, pour reprendre, je ne vais pas dire pour reprendre les commentaires d'un commentateur anglais, Martin Tyler, euh, en soi, you'll never see anything like this ever again. So watch it, drink it in. Ouais. Non, je pense que cette saison qu'on a en ce moment, là, euh, ça va prendre un autre 25 ans avant qu'on ait un championnat aussi serré entre deux rivaux et non deux coéquipiers comme on avait eu Ouais. entre Louis et Nico. Mais Mm. bon, ça, évidemment, c'est toujours moins intéressant. C'est comme regarder tu regardes une lutte entre deux personnes qui coursent ensemble, qui Mhm. coursent pour la même équipe. C'est un peu comme regarder une lutte au championnat des pointeurs entre Leon Draisaitl et Connor McDavid. Oui, carrément. Ça ressemble à ça. Là. Ah oui, C'est, carrément. bref, on va arrêter les analogies avec le hockey. Euh, mais non, mon point demeure que c'est c'est plus. Il y a un championnat qui a absolument rien qui se passe. Quand tu as deux personnes comme ça, deux athlètes qui sont aussi dominants, tu n'as absolument aucun intérêt pour les autres écuries. Mhm. Donc, on pourrait juste mettre deux voitures sur la piste, puis ça serait tout. Là. Ouais. Et tu vois, ce qui est encore plus intéressant cette année, c'est le potentiel. C'est le potentiel. Tu vois, on a eu Hamilton Verstappen, on a eu Perez qui a gagné à Bakou, on a eu Esteban Ocon qui a finalement remporté une course cette année, Daniel Ricciardo, malgré l'année difficile, qui gagne Comment euh, ça? à Monza, oui, et merci beaucoup. Et Bottas, qui on disait, est-ce qu'il va finalement gagner une course cette année? Ah, Ben, puis depuis qu'il a signé avec Alfa Romeo, c'est un tout nouvel homme. oui, est-ce que c'est finalement le Valtteri Bottas 3.0 ou quoi? Donc, non, c'est ça. C'est une année où on. Et ajoute à ça les podiums de Vettel, Gasly et de Fernando Alonso en plus. Et Donc, de Lando. et de Lando Norris, exactement. Évidemment, si on évite de parler de. Le mot russie est interdit dans ce podcast. Continue. OK. Donc, oui. Donc, non, c'est ça. On a une saison riche en émotions, riche en diversité aussi en termes de. Il y a pas de course plate. À part Non. Monaco, il n'y a pas eu de course plate. Il n'y Ouais. a pas eu de course que tu fais comme. Non, je ne veux plus regarder. Il n'y en a pas. Pour vrai, je pourrais. Nomme-moi n'importe quelle course, je vais te ressortir un point saillant. Quelque Ouais. chose d'intéressant. Tu sais, autant que le Grand Prix d'Espagne était plate, c'est un masterclass stratégique de Mhm. undercut. Oui. Même, la même chose du côté de France. Ah, Oui. c'est juste que ça s'est joué à la fin au lieu de en milieu de course puis que le reste de la course n'avait plus aucun enjeu. La France, c'est Espagne juste down the finish line. Ouais, exactement. Donc, Exactement. Écoute, même quand tu as des Grands Prix d'Espagne et de France qui sont des fest incroyables, nous offrent la le moins. Russie qui Et est même, un. je pensais que le mot était interdit. Non, Non. ouais, on va se le dire, la Russie est habituellement un des, disons, top 5 les courses les plus plates à chaque année. Ouais. Mais cette année, c'est une course mémorable. Je dis Oui. pas que je dis pas que c'est le plus beau à voir, mais fait saillant, là, ressort les 5 courses les plus marquantes de la saison. Russie. Ah, définitivement. Écoute. Écoute, t'as Max qui était nulle part. T'as Ouais. Lewis qui était deuxième puis qui était en train de dropper. Il était en train de remonter, était en train de rattraper Lando, puis tout à coup, hop, commence à s'éloigner. Là, tout à coup, la pluie arrive. Il gagne la course. Oui. Lando qui allait gagner. Je pense que tout le monde, 90% des fans de F1 étaient debout. Voulaient voir Lando gagner. Lando, c'est Oui. un fan favorite.
On s'entend, là? Oui. C'est un des pilotes que, à moins que tu n'aimes pas la jeunesse et le charisme d'un pilote, parce qu'on s'entend que ses 2 points de vente, c'est son charisme et puis sa jeunesse, le côté que c'est un 3.0, tu sais, Oui. présence en ligne, etc. Donc, beaucoup de jeunes fans de la F1 s'associent à ça. Tout le monde voulait le voir gagner ou presque. Ah oui. Donc, le fait que ce gars-là qui mène la course, puis tout à coup, se retrouve 7e, mais moi, je me rappellerai toujours. Pour vrai, je serais capable de mettre ça comme alarme le matin. Quand tu réagis, quand tu as entendu quand son ingénieur qui dit hold on. OK. Pole position. Puis là, Lando qui se met. Pour vrai, ça me donne la chair de poule. Ah oui, oui, oui. De l'entendre réagir. Lui, il s'attendait à ça. Il n'y a aucune chance qu'il pensait qu'il y avait la pole. On Ah s'entend, oui. là? Mais c'est un grand moment. C'est un grand moment pour un pilote qui va probablement se battre pour des championnats. Moi, je me suis toujours dit avec Lando, c'est mieux qu'il fasse cette erreur-là que dans 2-3 ans, quand il va se battre pour le championnat, puis qu'il n'a jamais fait l'erreur, puis que ça ne va jamais revenir en tête, puis tout à coup, il va faire ça quand il est en train de se battre pour C'est un un titre. très bon point que tu amènes, vraiment, parce que je pense si une chance qu'il ne se bat pas pour le titre, parce que, comme tu dis, les erreurs, c'est maintenant qu'il faut les faire. Pas... Ah, regarde, c'est comme. Tu veux pas apprendre, tu veux pas faire une erreur, tu veux pas apprendre d'une erreur quand l'erreur va te casser la gueule, tu sais. Ouais. Tu veux l'apprendre quand t'as ton casque, t'as tes épaulettes, puis si tu veux savoir quand t'es encore dans une situation d'apprentissage. Lando, c'est sa 3e saison. 3e. Ouais. Fait que, tu sais, c'est encore un bébé en F1, là. On s'entend, Oh, là. c'est ça. Ça, je trouve que c'est quand même important de souligner que c'est maintenant que tu dois faire une erreur. Tout ça pour dire, cette course-là, qui d'habitude donne un spectacle ordinaire, Ouais. même au point où que j'ai proposé de réinventer le circuit. Après ça, après une semaine, je faisais comme bon, on peut garder ce layout-là pour une autre année si jamais ça donne une autre course comme ça. Et Dieu merci, au moins l'année prochaine, ce sera la dernière parce qu'on va aller à Saint-Pétersbourg ensuite. Donc. Ouais. Mais tout ça pour dire, pour compléter, Max qui était loin dans le portrait, qui était même pas proche dans la course, finalement, tu as une deuxième. Ouais. On s'attendait vraiment pas à ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Mais bref, je pense vraiment que ça va être un point marquant de la saison. Là. Puis si jamais Max gagne, le problème de Lando Norris aura changé l'histoire du championnat. Ah oui, clairement. Ah, ouais. Clairement, écoute, ça aurait été... je pense qu'on serait probablement, tu vois, on serait probablement en train de dire, ben, Max Verstappen peut gagner le championnat si, par exemple, il gagne la course et qu'Hamilton finissait, par exemple, 4e. Et non, c'est genre 6e ou moins, en fait. Là l'issue du championnat serait différent, en fait. En fait, on serait carrément au point où que même si jamais Lewis gagne avec le tour le plus rapide ce week-end puis que Max termine deuxième, Max aurait encore l'avantage à Abu Dhabi. C'est ça. On parle d'une autre situation. Oui, exactement. Et puis, tu vois, quand tu disais justement que c'est maintenant qu'il faut faire l'erreur, c'est ça aussi qui m'inquiète pour Max, c'est que cette fameuse erreur, parce que c'est la première fois qu'il se bat pour le championnat, j'ai peur qu'il fasse une erreur dans ces 2 derniers tours et que ça lui coûte le championnat. Mais je vais quand même amener mon point là-dessus. Si jamais il y avait des erreurs de nervosité à faire, ils auraient déjà fait. Ouais. Écoute, il est en tête du championnat depuis le début de la saison, puis même étant en tête, il ne fait pas d'erreur. Ouais. Il n'en fait pas. Donc, puis tu sais, ça a l'air d'un gars que, tu sais, autant qu'il a une tête de cochon, là, je m'excuse, mais il y a un froid, puis un calme, puis un focus qui sont vraiment difficiles à casser. Mm-hmm. Moi, tu sais, quand les journalistes lui demandaient pourquoi est-ce que tu scratches tout le temps, puis il fait comme, je sais pas. Si jamais tu me reposes d'autres questions, je te crisse un coup de tête. Je me rappellerai toujours de ça. Oui. Ça démontre la confiance, puis la confiance inébranlable que ce gars-là a en ses capacités. Fait que je suis même pas inquiet pour cet aspect-là de
de crouler sur la pression. Je pense que il y a du champion dans ses veines, puis il n'y a absolument rien qui va le déranger par rapport à ça. Ouais. Euh, Si jamais il n'y a pas de circonstances extraordinaires, là, je vois vraiment mal en quoi ça pourrait se produire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais la même chose du côté de Lewis. Ouais. T'sais. Mais ce gars-là, par contre, a déjà démontré que down the finish line, il peut être battu Mhm. par Nico. Ouais. Écoute. Et je pense que justement, il a tout. Justement, ce Grand Prix d'Abu Dhabi, ça a été un moment où je pense que si jamais l'opportunité devait se reproduire, que Lewis était dans la même situation et que, bon, on remplace Nico Rosberg par Max Verstappen, il ferait la même chose parce que, c'est-à-dire de ralentir le peloton pour que quelqu'un vienne le dépasser et qu'il soit en position de devenir champion. Parce que Mais là, tu peux plus faire ça. T'es pas là, dans il la peut même plus équipe. faire ça. Il peut plus faire ça. Il n'est plus dans la même équipe. Et non seulement ça, c'est beaucoup trop serré pour justement effectuer ce Risqué. et risqué aussi. Parce que là, on parle de deux générations de voitures différentes. Là, sont des voitures beaucoup plus grosses, beaucoup plus sensibles aux appuis aérodynamiques. Il y a un circuit qui a changé en quelque sorte aussi. Ouais, on s'entend que on se rapproche beaucoup plus d'un circuit. Tu sais, toute chose étant égale, là. Les changements amenés au circuit, on ressemble un petit peu plus à un Silverstone. Tu sais, on va chercher des virages un peu plus rapides, des virages beaucoup plus prononcés, beaucoup plus rapides. En Mm. fait, pas Silverstone, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire? C'est beaucoup moins, tu sais, t'es dans un secteur rapide, puis après ça, tout à coup, ça devient un secteur lent. Ouais. Euh, quel, Oui. quel, J'avais un circuit en tête comme Euh, exemple. Par exemple, le Euh, Qatar. Je ne sais pas, Qatar. Ça ressemble un petit peu plus à ça. Évidemment, tu as encore des virages à 90 degrés, là, mais ça va me revenir. J'avais un circuit, là, un excellent exemple. Malheureusement, je l'ai perdu. J'y pensais d'ailleurs plus tôt, là, avant qu'on commence le podcast. Si jamais ça me revient, genre, on en reparlera. Mhm. Mais non, je trouve vraiment que c'est un circuit qui est, sans dire que ça va être un circuit excitant maintenant, là, je trouve qu'il y a deux points faibles majeurs du circuit qui ont été remplacés. Euh, donc, Ouais. moi, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Évidemment, le secteur de l'hôtel, c'est pas mal difficile de remplacer ça, là, à moins que tu veuilles déplacer un hôtel de plusieurs centaines de millions de dollars. Ah, Mais bref, compliqué. on va laisser tomber l'idée. On va faire avec, hein? Ouais, exact. Je pense que cet hôtel, autant que le circuit et le Grand Prix, c'est là pour rester. Ouais, malheureusement, il y a un peu trop d'argent en jeu pour sacrifier cette course-là, je crois. Ouais, exactement. Mais le secteur de l'hôtel, au moins, parce que sérieusement, Bon, c'est 4-5 virages, là, regarde, je veux dire, sur un circuit au complet, qu'est-ce que c'est, là. ouais, Mais vraiment, là, l'épingle là, du secteur euh, du en, secteur. en début de circuit, en fait, c'était le secteur 2 qui commençait là, si je ne me trompe pas. Ouais. C'était Ouais, les débuts du secteur 2, effectivement. Ouais. ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, celle du début du secteur 3, là, c'est quoi déjà? C'est virage 14, si je ne me trompe pas. Ouais, exact. Genre, parce qu'on parle ici de ces petites chicanes gauche-droite avant l'épingle, qui est carrément parti pour de bon. Infinite Chat, qui a été remplacé par un simple gros épingle, en fait. Ouais, Il va permettre un peu plus les dépassements, puis c'est tant mieux. Puis ensuite, exact. il y avait l'enchaînement, ce genre de chicane similaire à ce qu'on avait au Singapore Sling avant, là, la grosse chicane là, qui a été remplacée par. Que je déteste, honnêtement. Là, Ouais. en fait, je regarde ici, c'est le virage 5, Mhm. donc l'épingle. En fait, Ouais. qui est une épingle pas exactement à 180 degrés, là, c'est vraiment plus comme à peu près à 120 degrés, Ouais. si on veut, parce que c'est pas un. Tu repars, c'est pas sud à nord. Là. C'est vraiment comme. T'es pas exactement. Tu retournes pas exactement sur tes pas. Mhm. Puis, dans le fond, le virage 9 maintenant. Si jamais je compare avec avant, là, dans le fond, c'était le 5-6-7 qui était l'épingle. Ben, Ouais. la petite chicane avec l'épingle. Et c'était le virage 11, 12, 13, 14. Donc, ils sont maintenant remplacés par un seul virage chacun.
Donc, deux virages parfaitement ronds. Là. Pas de zigonnage à 90 degrés qui font en sorte qu'on tue carrément toute chance de dépasser. Là. Ouais, ouais. Ah, écoute, ces zigonnages-là, c'était dégueulasse à regarder. Oui, il y a eu de très beaux dépassements, par exemple Vettel sur Button en 2012. Ça arrive une fois par course. Une fois par course, mais sinon, là, si tu joues, là, c'est juste, juste inutile, en fait. Donc, je suis content que ce soit parti, en fait. Mais maintenant, par rapport à ça, est-ce que toi, tu vois ce circuit-là comme un circuit qui pourrait devenir excitant ou si jamais tu es encore du point où du point de vue que c'est un circuit qui est simplement là comme un billet de loterie pour la F1 si on veut là, si on veut une porte d'argent. Là. Moi, je te dirais, je pense que ça va améliorer le spectacle en espérant que ce soit le cas, mais je ne pense pas que ça va rendre ce Grand Prix un classique beaucoup plus excitant. Je pense que ça va rendre, on va passer de plate à moins plate. Je pense que c'est pas mal ça. Parce on va peut-être passer à un circuit moyen. Tu sais, un genre de. Plus un circuit style Hungaroring, admettons. Ouais, exactement. Et déjà que je déteste, j'aime pas le circuit de Hungaroring. Donc, si tu mais on a eu une bonne course cette année. Donc, chaque circuit plate cette année, en date, on a eu une bonne course. Sauf Monaco. Oui, exactement. Donc, tu vois, si on poursuit la tendance à Abu Dhabi, déjà qu'on va voir le contexte d'un championnat du monde en jeu, au moins, ça va rendre les trucs beaucoup plus intéressants en espérant qu'on ait au moins un bon duel à Abu Dhabi, si c'est possible, si les changements apportés au circuit vont nous permettre d'avoir un peu plus d'excitation, si je pourrais te dire. Ouais. Donc, écoute, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. J'aimerais terminer là-dessus là, par rapport à ça. Donc, quelle est ta prédiction? Qui va gagner le championnat entre Max et Lewis? Pour moi, si je gagne celui qui gagne le championnat, je tiens quand même à dire que ça va être Verstappen, mais ne dormez jamais sur Lewis. Et puis, pour ce qui est des constructeurs? Je crois que ça va être Mercedes. OK. Tu penses que donc Bottas va surplacer, va aller chercher la différence des points sur Perez? Ouais, exactement. OK. Parfait. Et est-ce que ça va se jouer, d'après toi, sur la piste ou si jamais il va y avoir quelques petits écarts qui vont faire en sorte que les deux pilotes ne se battront peut-être pas pour la victoire directement? Non, je crois que ça va se jouer sur la piste. Okay. Ça va se jouer sur la piste, voire même dans les puits, je te dirais. OK, mais non, mais je voulais dire, est-ce que tu penses, admettons, qu'un va terminer premier et un troisième, ou si jamais tu penses que les deux vont se battre un contre l'autre à Abu Dhabi? Moi, je pense que ça va s'attaquer. Tu penses que ça va s'attaquer à Abu Dhabi et qu'on va avoir un grand classique? Ouais. Grand classique, j'ai encore des réserves, mais ça va être un moment. Mais ça va être une belle signature sur une saison. Exactement. Assez mémorable. Écoute, Abdou, je te remercie beaucoup là-dessus. Puis, écoute, tu reviens quand tu veux. On va faire un petit épisode de fin de saison là, pour en parler de tout ça. Puis, avec les autres modérateurs de F1 Québec, s'ils veulent bien. Ah donc, oui, on est vite. Ben oui, effectivement. Alors, je te remercie beaucoup et je te souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée apparemment. Puis, visitez bulletingp.com. Bon, une bonne plug. Merci, Abdou. Je te souhaite une bonne soirée. Merci à toi aussi. Welcome to the Jeddah Street Circuit for what we hope is going to be a gripping day of racing. It's time to get underway as we join the Saudi Arabian Grand Prix. An interesting circuit this one, the newest on the Formula One calendar, and like most street circuits, it's sure to present the drivers with an interesting technical challenge. Some challenging turns for the drivers to negotiate as well, and at the same time they're going to have to manage their tyres very carefully in this heat.